Donc, Oui, ce qui se passe, pour que ce soit ce qui est donné aux Rwandais, M. Perrin, lorsque on cède les terres où on les loue à des gens pendant 20 ans, 25 ans, mais vous imaginez, l'enfant qui est né là, qui grandit là, donc il s'attache à cette terre, ça devient sa terre. Et demain matin, vous allez leur dire de partir, partir où? Là, il y a un danger que les Congolais n'ont pas compris. Et je crois que si les Congolais comprennent, ils ne peuvent pas accepter ça et on ne doit pas le céder. C'est une façon de vendre notre pays aux étrangers. Après, nous allons nous plaindre. Et c'est comme ça. Ça commence petit à petit. Vous voyez que ça a commencé d'abord par nous-mêmes, les citoyens. L'État vient, vous exige des papiers que ce n'est pas à eux de les attribuer, ça les comprend. On vient vous ravir la parcelle parce qu'on va vous demander que vous n'avez pas de titre foncier. Et finalement, on commence à aller dans les zones reculées pour dire les gens n'ont pas de titre foncier. Où sommes-nous? on peut dire que c'est une stratégie aussi de remplacement, c'est ça? C'est-à-dire, on va spolier les terres des Congolais pour les donner aux étrangers, comme vous venez d'expliquer tout à l'heure. Pour un enfant qui va naître dans ces zones, un enfant d'un étranger, bien entendu, ici c'est le cas des Rwandais qui vont naître Oui. là-bas, qui vont grandir dans ces zones, et dans 25 ans, ben, voilà, ils vont réclamer bien sûr la nationalité. Et puis bon, voilà, c'est des Congolais. On ne pourra Ils sont plus. congolais. Ils sont congolais, vous n'allez pas leur dire, partez, ils vont dire, ce sont nos terres. Ils vont dire, nos parents les ont achetés. Donc en Vous sorte, voyez, lorsqu'on regarde le mausolée des Brazza, c'est une victime qui vénère son bourreau, c'est simplement. ça. Mais c'est ça parce que l'arrière-petit-fils de Debraza nous a même dit qu'ils avaient déposé une plainte contre le gouvernement congolais au moment où ils ont installé ce mausolée parce que l'argent que la partie italienne a donné pour faire la route Mbé-Brazzaville, cet argent est partout. Moi-même, j'avais été à l'Union européenne. On avait négocié parce qu'il y avait un Italien qui était secrétaire là-bas, enfin commissaire, pardon. Nous avions négocié que un semblant, enfin, le même modèle soit construit à Mbé, mais avec les bustes de Debraza et de Makoko. Et l'argent avait été débloqué. Où est parti tout cet C'est argent? parti où? L'argent est Bah, parti où? ils ont pris, les autorités congolaises ont pris l'argent, ils en ont fait ce qu'ils veulent. Puisque l'arrière-petit-fils nous l'a bien dit publiquement, qu'ils ont déposé une plainte contre l'État congolais, mais étant donné celui qui dirait l'État congolais, vous le connaissez, M. Sassou Nguesso, ben, il est là, il est couvert par l'immunité, donc le gouvernement congolais s'en fiche totalement des plaintes qui sont déposées contre lui. Le pouvoir de M. Sassou Nguesso, c'est le pouvoir d'occupation. Et vous voyez que tous les actes qu'il pose sont les actes d'un homme qui occupe le pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous savoir nombreux à suivre TLR TV. Merci de votre fidélité. Avec moi sur ce plateau, Grégoire Gaïno, vice-président du collectif des Amis du Royaume Téké Le Cart. Bonjour, Grégoire. Bonjour, Christian. Merci d'être avec nous sur TLR TV, Télé Renaissance, la renaissance de l'Afrique. Le Royaume Téké, les traités signés entre l'explorateur et les chefs traditionnels africains, la vente des terres congolaises aux étrangers, la spoliation des terres par l'État congolais aux familles propriétaires. Voilà qui sera au centre de notre échange aujourd'hui. Nous sommes le 20 octobre 2023. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur TLR TV, bienvenue. Je vais vous prier donc de faire comme les autres, liker en cliquant sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, et partager au maximum cette émission pour nous aider à parfaire notre référencement et d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Je suis Christian Perrin. Grégoire Gaïno, l'actualité oblige, nous allons commencer par la spoliation des terres par l'État congolais aux familles propriétaires sous prétexte que ces familles n'ont pas pu produire, sinon présenter les documents nécessaires attestant que ces terres leur appartiennent. C'est une circulaire du maire de Tiéti, 3e arrondissement de Pointe-Noire, dont voici la référence.
numéro 002-DPN-CPN-A3TT-CAB du 3 octobre 2023 que je vais me faire le devoir de lire. L'administrateur maire de l'arrondissement 3 appelle à la compréhension de tous de ne plus effectuer des achats de parcelles de terrain sur le plateau Nanga dans l'arrondissement 3 notamment auprès des familles, clients, attributaires des familles suivantes. Chinyambi Louemé, Chiobo, Louessi, Saka, Mbota, Chimani, Koulombo, Mpofo, Chipondi, Bouvandi, Bouvanda, famille royale, et toute autre famille qui pourrait se prévaloir détentrice des terres sur le plateau sans titre foncier. Cet appel est conforté par le statut que porte le plateau Nanga, classé domaine public de l'État, et par absence de la reconnaissance des terres coutumières relatives au dit plateau, prononcé par arrêté du ministre chargé des affaires foncières. Ça doit être Pierre Madiala. Alors, Grégoire Gaïdou, que vous inspire cette note, c'est-à-dire l'État s'empare des terres d'autrui sous prétexte que ces familles n'ont pas pu produire, sinon présenter des documents attestant que ces terres leur appartiennent, notamment des titres fonciers. Alors, là, il y a deux questions. D'abord, l'État a droit de préemption sur les terres pour des raisons qui sont celles de l'État, c'est-à-dire de construire la nation ou la ville. Donc l'État a ce droit-là. Mais, outre ce droit, l'État doit d'abord indemniser la population concernée, c'est-à-dire avoir un entretien avec la population concernée, évaluer le coût de leurs biens sur place et ensuite les indemniser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'abord, ces gens ont dit qu'ils n'ont pas de titre de propriété. Qu'est-ce qu'un titre de propriété? Un titre de propriété, c'est un document juridique qui atteste que vous avez ce droit-là d'occuper cet espace uniquement. Mais cela dit, ce titre de propriété chez nous, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la terre appartient à des individus, à un clan. Et ce clan-là, d'ailleurs, vous voyez, vous avez l'exemple que ce soit à Brazzaville-la-Pointe-Noire, on ne vient pas construire comme ça. Vous allez voir le chef de terre, celui que nous appelons le chef de terre ou le propriétaire foncier, celui qui vous donne une attestation, vous prenez cette attestation, vous allez à la mairie, on vous donne un permis d'occuper. On appelle ça permis d'occuper. Ce n'est même pas un titre de propriété, c'est l'occupation. Donc, vous occupez cette terre, c'est comme une terre qu'on vous loue pendant un temps donné. C'est pour ça que l'État peut prendre. Mais chez nous, il y a des choses qu'on aurait dû mettre en règle d'abord avec, bien sûr, avec la complicité des propriétaires fonciers et la population, et que la loi soit bien connue. Or là, ce n'est pas le cas. Pour être beaucoup plus précis, c'est qu'ici, on dit que ces familles n'ont pas pu présenter, sinon produire des titres fonciers. Est-ce que cela veut dire que nos familles ou les familles propriétaires de ces terres devraient avoir des titres fonciers? J'imagine un peu chez nous les terres, comme on le dit, hein. L'État n'a jamais des terres, la terre n'appartient jamais à l'État, c'est toujours à des familles. Est-ce qu'en ce temps-là, si on remonte un peu le temps, pour ceux qui sont propriétaires, par exemple, de ces terres depuis même avant l'indépendance, j'imagine, est-ce qu'il fallait qu'ils se fassent établir des titres fonciers, c'est ça? D'abord, ça fait rire parce que qu'est-ce que c'est qu'un titre foncier? Un titre foncier, c'est un acte juridique, mais qui ne vous donne pas, qui n'est pas donné n'importe comment. Le titre foncier, pourquoi? L'État n'est pas le propriétaire de ces terres-là. Donc, c'est l'État qui vient vers les propriétaires, ce n'est pas l'inverse. Alors, comment on peut leur demander un titre foncier alors que les gens n'ont pas acheté les terres chez l'État, ils ont acheté les terres chez les propriétaires fonciers? À ce moment-là, c'était à l'État de s'adresser aux propriétaires fonciers qui sont reconnus. Puisque nous allions, moi quand j'ai construit à Brazzaville, mais c'est tout simplement le propriétaire foncier qui m'a fait, qui a reconnu que j'ai acheté
une parcelle et je suis allé à la mairie, on m'a donné le permis d'occuper. Et c'est avec ça aussi que j'ai eu l'autorisation de construire. On ne peut pas reprocher ou demander à la population qui n'a pas l'habitude d'avoir des titres fonciers qui n'ont jamais existé, subitement on sort avec des mots comme ça, on demande aux gens de produire le titre foncier. C'est n'importe quoi. Parce qu'évidemment, ce qui est curieux, parmi ces familles qui ont été spoliées, on peut lire la famille Bouvanda, donc la famille royale. Cela veut dire que, alors que les royaumes sont établis chez nous avant même la République, donc on veut demander, par exemple, à un royaume, ou le royaume Luango, je prends le cas comme ça pourrait être aussi le royaume Téké, de produire un titre foncier des terres qu'ils occupent. C'est ça. Mais chez nous, on a toujours dit que la terre appartient à quelqu'un, à une famille, à un clan. Donc, le roi est le chef de terre, celui qui dirige tous ces clans-là. Donc, il ne peut pas avoir. Normalement, s'il fallait délivrer les titres fonciers, c'est le roi qui devrait les délivrer, ce n'est pas l'État. Et là, donc, on ne peut pas dire, de toute façon, si l'État congolais fonctionnait comme les autres États, l'État devrait plutôt s'entendre avec les rois qui sont les détenteurs de cette terre-là. Là, ça devient, je ne sais pas moi, comme l'État devient un État gangstérique qui vient prendre ce qui n'est pas de droit à l'État. Tout à fait. Parce Alors, que dans le même sens, évidemment, puisque nous parlons déjà presque des terres, ça nous amène à revenir donc sur la vente des terres congolaises au Rwanda, parce que vous avez rappelé que la terre n'appartient pas à l'État. Et depuis un certain temps, et d'ailleurs, ça fait beaucoup de bruit. On parle des accords entre le Congo et le Rwanda, et parmi ces accords, la vente des centaines, des milliers d'hectares des terres arables du Congo au Rwanda. Alors, comment on peut expliquer cela? Parce que les terres n'appartiennent pas à l'État. Ici, l'État est en train de vendre les terres aux étrangers et donc il faut négocier certainement avec les familles propriétaires des terres. oui. Mais nous avons vécu à un moment donné, je crois, ça fait à peine 2 mois de cela, où on a vu des Rwandais, même si après on a tenté de relativiser ou ben voilà, de distraire les gens, mais on sait que des Rwandais sont arrivés à l'OTT, ils ont commencé à déguerpir donc les populations qui faisaient leur champ à ce niveau-là. Mais pourtant, on sait que l'État apparemment n'avait pas encore négocié ces terres-là. Donc l'État a envoyé directement les Rwandais là-bas pour commencer à les faire, je ne sais pas, l'agriculture, comme on le dit. Monsieur Perrin, je voudrais vous dire tout simplement que chez nous, la terre appartient à des clans, à des clans. Or, la relation qui lie un clan à cette terre est une relation spirituelle. La preuve en est que quand on va faire quelque chose j'ai vu ça au Congo même, eux-mêmes, quand ils allaient, je crois, poser la première pierre d'un barrage, on verse du, 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 du Du vin de vin palme, pour voilà. donner aux ancêtres. Ça veut dire que la terre-là, nous avons une relation de spiritualité avec la terre puisque nos ancêtres sont enterrés là et sont toujours présents avec nous. Alors, comment voulez-vous, rien que ça, comment voulez-vous vendre ces terres-là à des étrangers? Même céder pendant 25 ans, 10 ans, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est une occupation, moi j'appelle ça un État qui occupe un pays qui outrepasse les règles établies, parce que chez nous, nous avons cette relation, et dans tous les pays du monde entier d'ailleurs. Et quand on voit la constitution congolaise, pourtant, cela, c'est interdit. Mais comment on peut passer les règles que vous-même vous avez établies pour aller vendre des terres pour des raisons quelconques? D'abord, sans concertation avec les citoyens, sans rien, et puis on vient, on dit aux gens, voilà, ces terres-là sont vendues, vous devez quitter là. C'est incroyable, c'est inadmissible. On est sur un territoire conquis, occupé, et les gens qui occupent votre territoire
se permet de faire n'importe quoi. Dans un territoire occupé, c'est ça? Occupé par qui? Ben, occupé par ceux qui dirigent, par le clan au pouvoir aujourd'hui. Vous voulez dire que, enfin, si j'ai bien compris, le régime Sassou est un régime d'occupation, c'est ça? C'est un régime d'occupation et ça se voit parce que les terres, d'abord, appartiennent à des clans et on ne peut pas se permettre de venir même État président ou qui que ce soit, on ne peut pas venir comme ça et puis dire, voilà, nous prenons ces terres pour les céder, surtout encore aux étrangers. Regardez même chez nous, vous ne pouvez pas partir, par exemple, de Lobomo, aller travailler, faire vos plantations à Ouesso, si vous ne vous entendez pas avec les chefs de terre qui sont là-bas, rien qu'entre nous. Donc, vous voyez combien de fois encore les étrangers. C'est pour ça que je dis, le pouvoir de M. Sassou Nguesso, c'est un pouvoir d'occupation. Il occupe le territoire, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire que, j'allais dire, en temps normal, même s'il fallait prêter les terres, puisque les terres, on ne les vend pas, c'est ce que j'ai cru comprendre, même s'il fallait les prêter, il devait avoir tout de même une négociation, c'est-à-dire l'État devait négocier Une avec. concertation avec les chefs de clan, c'est-à-dire les propriétaires de ces terres-là, qu'on appelle les propriétaires fonciers. Ce sont ces propriétaires-là qui doivent négocier avec leur population, dire voilà ce que l'État veut, est-ce que vous êtes d'accord? Et si la population dit oui, nous sommes d'accord, en ce moment-là, les propriétaires fonciers se retournent vers l'État pour dire nous sommes d'accord avec ce que vous voulez faire. Ce n'est pas l'inverse. Mais alors, dans le cas, par exemple, de ce qui se passe sur le plateau Nanga, ici, on dit, bon, voilà, les terres ont été, comme qui dirait, bon, enfin, ici, on parle d'un domaine, finalement, c'est ça, classé domaine public. Et on n'a pas dit à la population pourquoi, qu'est-ce qu'on veut mettre là, il n'y a pas eu cette négociation, on prend un arrêté pour dire désormais, n'achetez plus les terres là-bas, et comme quoi ces terres-là n'appartiennent plus à ces familles-là, sans leur dire qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais c'est pour ça que je parle d'occupation. Comment on peut venir dire aux gens que ça l'État prend sans leur expliquer les raisons, sans leur dire où ils doivent aller, où ils doivent acheter, sans les indemniser? Mais c'est une occupation. On vient, c'est-à-dire que vous avez occupé ma maison, alors je viens, je vous mets dehors parce que c'est chez moi. Ce n'est pas normal. L'État n'est pas propriétaire. Donc, tout ce que l'État devait faire, si c'est une zone qui est déjà récupérée par l'État et que les gens y ont construit, l'État se doit de s'entendre avec ces propriétaires-là. Ce n'est pas leur demander des titres, je ne sais pas de quoi, plutôt s'entendre avec eux pour dire, voilà pour les besoins, nous avions besoin de ceci, de cela, de récupérer ces terres-là pour tels besoins. Et il faut aussi que l'État leur montre là, ils vont s'installer, surtout dans une ville. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut penser que dans le même sens, bien entendu, puisqu'ils ont promis des centaines de milliers d'hectares au Rwanda, je ne sais pas s'ils ont déjà localisé ces terres, est-ce que ce n'est pas dans cette suite logique où on veut maintenant spolier les terres des familles propriétaires pour finalement les donner aux Rwandais? Parce que le plateau Nanga, c'est quand même grand, c'est très grand, et prendre des terres comme ça, probablement qu'ils vont faire la même chose dans les autres départements, toujours sous le prétexte que ces familles n'ont pas les titres fonciers. Parce que je ne pense pas que ce soit dans le Niari, dans la Lékoumou, dans la cuvette, où on peut aller demander des titres fonciers aux propriétaires de ces terres. Je ne pense pas. J'aimerais demander même à ce ministre-là s'il a un titre foncier, s'il a construit avec un titre foncier lui-même. Qu'est-ce que c'est qu'un titre foncier, monsieur? Mais il ne faut pas qu'on nous trompe avec des mots qu'ils ont appris à l'école, qui viennent les faire appliquer à des citoyens sans savoir même. Vous savez, aujourd'hui, le titre foncier n'existe pratiquement plus. Je crois qu'en Afrique, vous avez le Cameroun, je crois qu'il y a 3 États ou 4 États qui ont remis le titre foncier, mais ils ont défini, parce que le titre foncier et le titre de propriété, ça n'a pas la même valeur juridique.
Et donc, on ne peut pas aller dans un pays où les gens sont, où la terre appartient à des fonciers, donc des propriétaires, venir leur exiger un titre foncier. Ils connaissaient même ce mot de titre foncier. Oui, Donc, ce qui se passe, pour que ce soit ce qui est donné aux Rwandais, M. Perrin, lorsque on cède les terres où on les loue à des gens pendant 20 ans, 25 ans, mais vous imaginez, l'enfant qui est né là, qui grandit là, donc il s'attache à cette terre, ça devient sa terre. Et demain matin, vous allez leur dire de partir, partir où? Là, il y a un danger que les Congolais n'ont pas compris. Et je crois que si les Congolais comprennent, ils ne peuvent pas accepter ça et on ne doit pas le céder. C'est une façon de vendre notre pays aux étrangers. Après, nous allons nous plaindre. Et c'est comme ça. Ça commence petit à petit. Vous voyez que ça a commencé d'abord par nous-mêmes, les citoyens. L'État vient, vous exige des papiers que ce n'est pas à eux de les attribuer. Ça les comprend. On vient vous ravir la parcelle parce qu'on va vous demander que vous n'avez pas de titre foncier. Et finalement, on commence à aller dans les zones reculées pour dire les gens n'ont pas de titre foncier. Où sommes-nous? on peut dire que c'est une stratégie aussi de remplacement, c'est ça? C'est-à-dire, on va spolier donc les terres des Congolais pour les donner aux étrangers, comme vous venez d'expliquer tout à l'heure. Pour un enfant qui va naître dans ces zones, un enfant d'un étranger, bien entendu, ici c'est le cas des Rwandais qui vont naître Oui. là-bas, qui vont grandir dans, voilà, dans ces zones, et dans 25 ans, ben, voilà, ils vont réclamer bien sûr la nationalité. Et puis bon, voilà, c'est des Congolais. On ne pourra Ils sont plus. congolais. Ils sont congolais, vous n'allez pas leur dire, partez, ils vont dire, ce sont nos terres. Ils vont dire, nos parents les ont achetés. Vous voyez le danger? En tout cas, aux Congolais d'apprécier. Alors, monsieur Grégoire Gaïno, venons-en au colloque auquel vous avez assisté. On va comprendre les enjeux, pourquoi et quel intérêt, bien entendu, pour le Congo au Brazzaville. Je rappelle que vous êtes le vice-président du collectif des Amis du Royaume, Teke Le Carte. Alors, parlez-nous un peu de ce colloque. C'est le 24 juin 2023 que nous avons organisé ce colloque. Vous savez, ce n'est pas en relation avec ce qu'on vient de dire. Vous faites Non très du tout, bien non la du tout. transition. Ça n'a rien à voir avec les terres. Oui. Merci, parce que nous avons une histoire. Tout peuple a une histoire. Or, l'histoire du Congo n'est pas enseignée. Si on enseignait l'histoire du Congo, peut-être on comprendrait que la terre appartient, voilà la relation, que la terre Absolument. appartient à des propriétaires et que l'État n'en est pas un. Et donc, nous, dans le collectif des Amis du Royaume Téké, nous avions réfléchi et quand on interroge les gens, ils ne connaissent pas l'histoire de leur propre pays, ils ne connaissent pas la relation qui nous lie à la France, parce que cette histoire n'a jamais été enseignée. Et nous avons Et tenu pourtant, le premier colloque. pardon Grégoire, pendant que vous dites ça, on a appris quand même l'histoire du royaume Téké à l'école, le roi Makoko. Je ne sais pas si ce programme n'existe plus, mais à l'école, on nous parlait déjà du roi Makoko. On parlait du traité signé, mais les aspects juridiques, les conséquences et tout ce qui s'ensuit, on n'en parle pas ou on n'en parlait plus. Les gens connaissent tout simplement qu'il a existé un traité. Est-ce que, comment a été signé ce traité? Quelles sont les implications de ce traité? Ben, les gens ne connaissent pas. Demandez à un jeune de maintenant qui a 30 ans, pourquoi vous êtes en France? On dit parce que la France nous a colonisés. Mais comment? Et pourquoi l'Afrique a-t-elle été partagée en mini-morceaux? Ben, posez cette question, combien vont vous répondre? Avant Ça, d'évoluer sur la question, Grégoire, est-ce que on peut dire ou on peut penser hein, que c'est fait exprès que le programme sur, bien sûr, le royaume Téké a été pratiquement mise en quarantaine expressement. euh, expressement, je ne sais pas. Mais peut-être que les gens sont dans l'ignorance que un enfant doit savoir d'où il vient pour savoir où il va. Or, le peuple congolais devrait savoir, parce qu'aujourd'hui, les gens disent le royaume Téké, mais le mot attribué au Téké
c'est parce que le colon qui arrive trouve que le chef qui dirigeait ce royaume était Téké, donc il appelle ainsi le royaume Téké. Sinon, le royaume avait son influence sur l'ensemble du bassin du Congo, c'est-à-dire du Gabon jusqu'au Congo démocratique. Alors, donc, nous étions sur le colloque. Il s'est agi de parler de l'aspect juridique du traité, d'abord du traité lui-même, comment il a été signé, en quelle année et pourquoi. Après, il y a eu l'aspect juridique du colloque, il y a eu des juristes qui ont exposé sur l'aspect juridique du colloque. Et Alors, là, ils donc, ont fait la... commençons par le traité lui-même. Est-ce qu'on peut en parler maintenant, le traité et son Bah, aspect juridique? bah ouais, mais là, c'est tout un développement. Il y a eu, si vous voulez, d'abord, vous savez, ce traité-là, il y en a qui vous disent qu'il n'y a pas eu de traité, d'autres qui disent qu'il y a eu le traité, mais quand même, ça a permis à la France de prendre possession sur cette partie de l'Afrique qu'on appelle d'abord le Congo, mais avec des implications. Vous savez, Ngaliema, quand il signe le traité avec Stanley, mais c'est au nom d'Ura Makoko qui le signe. Oui, donc ce traité-là, sur le plan juridique, a permis aux Européens de s'accaparer de nos terres, de nos biens, de toutes nos richesses. Et lorsqu'on parle de signature, parce que là aussi, il faut qu'on soit quand même un peu Ouais. clair. On dit le roi Makoko a signé le traité. Est-ce que, parce que qui dit signature veut dire quelqu'un qui a lu le texte, qui l'a compris et qui approuve. Et en ce Et, temps-là, il y avait un interprète qu'on appelait, je crois, le sergent Malamine. C'est lui qui devrait faire l'interprétation. Et vous pensez que à cette époque, le roi Makoko avait vraiment compris le traité en question, le contrat qu'il était en train de signer? M. Ferra, du Pérou ou pas, les faits sont là. Mais dire que le roi a signé pendant le colloque, il y a eu un intervenant, Mhm. un brillant intervenant qui a démontré que, un, Laura Makoko avait demandé à Debraza que lui, pour signer, il faut d'abord que le roi de France signe et qu'il apporte la signature du roi de France pour qu'il signe parce que ça doit être signé d'un roi à un roi. Et Debraza ne l'a pas fait, mais il est passé, il a fait signer les vassaux et il est revenu en France où il a fait, paraphé ce fameux traité, celui qu'il appelle traité. Et d'ailleurs, quand il revient, il met le roi pratiquement en surveillance jusqu'à ce que ce roi-là, il est mort de ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si c'était l'épilepsie, mais en fait, il a dû faire des crises parce qu'il n'avait plus le pouvoir et c'est comme ça qu'il est mort dans l'abandon total. Donc, vous voyez que c'était une véritable duperie. Il y a pas eu il n'y a même pas eu de signature du roi. Donc, il n'y a pas eu Ce sont les consentement. Français qui ont signé, mais qu'ils ont obligé à signer de l'arme à la main. Donc, en fait, c'est une signature qu'ils ont arrachée sous pression. Et donc, Sous pression à des individus et qu'il est ramené là pour le faire ratifier par le Parlement français. on pouvait parler de trafic d'influence. Alors, donc, en Tout dehors de à fait. ces aspects, en dehors de ces aspects, donc vous avez dit l'aspect juridique, il y a d'autres aspects qui ont été apparemment abordés au cours du colloque. Oui, il y a eu d'autres aspects qui ont été abordés au cours du colloque, notamment puisqu'il y avait l'arrière-petit-fils de Debraza qui était présent et qui a pris la parole, bien sûr, qui défendait euh, l'arrivée déjà, pour lui, il justifiait l'arrivée de Debraza comme étant quelqu'un qui voulait, un géographe qui voulait découvrir l'Afrique, qui avait l'amour de l'Afrique. Mais ça a été un débat assez intéressant. Nous pensons qu'un jour, on arrivera à organiser le même colloque dans nos terres natales là-bas, au Congo ou au Congo démocratique ou en République du Gabon, pour ce devoir de mémoire, parce que c'est très important. Il y a eu, si vous voulez, beaucoup d'aspects qui ont été évoqués, mais ce n'est pas fini. Nous allons continuer à organiser des colloques et des conférences
Là, ce 30 novembre, on devait tenir une conférence. Malheureusement, on s'est pris tard pour avoir une salle et convoquer les gens. Mais l'année prochaine, il y aura pas mal de séries de colloques que nous comptons organiser. Je pense que vous serez informés. Alors, mais maintenant que vous vous êtes rendu compte que finalement, il y a eu du prix, et là, tout à l'heure, on vient de le dire, apparemment, la signature de Makoko avait été, ou du roi, hein, j'allais dire, du roi, la signature du roi a été arrachée de force. Est-ce pour dire que vous allez finalement demander réparation? C'est ça, je parle quand même au vice-président du collectif des Amis du Royaume Téké. Mais vous savez que ce traité a eu aussi l'implication sur l'AF, ce qu'on appelait l'Afrique équatoriale française. Et vous voyez même que au lendemain de la guerre, quand le général de Gaulle quitte la France, il fut en Angleterre, mais quand il part en Angleterre, le premier pays où il se rend, c'est le Congo-Brazzaville, qui est donc une terre à qui est leur possession. Et à cela, il faut savoir qu'il y a eu les massacres au niveau du chemin de fer, tout ça là, parce que c'était leur terre. Donc, à cause de ce fameux traité. Mais nous commençons un travail de mémoire. Et c'est, je pense, aux autorités congolaises d'en prendre conscience, pas seulement congolaises, mais aux autorités du bassin du Congo, donc du Gabon et même du Congo démocratique, et pourquoi pas de Centrafrique, du Cameroun, d'en prendre conscience pour en tirer les conséquences. Parce que vous voyez on peut pas venir exploiter nos terres comme ça et qu'on continue à l'exploiter, alors que tout ce qui s'est fait sur la base de mensonges. Et par conséquent, il doit avoir des conséquences. Et donc, j'espère que nous sommes là en train de planter une graine qui va germer, mais que les autres prendront la relève pour dire, bien sûr, à la France de, d'indemniser ces pays qui ont pied, qui ont fait de la France une puissance mondiale. Grégoire, revenons un peu sur le traité. Je voulais un peu comprendre une chose. Je ne sais pas, est-ce que vous disposez de ce traité-là? Vous l'avez? Oui, nous l'avions, oui. Alors, c'est quoi le contenu, j'allais dire les lignes, enfin, la quintessence de ce traité? Est-ce que c'était pour gérer, c'est-à-dire une gestion commune du territoire entre, bien évidemment, la France et le royaume euh, Téké, il faut le dire comme ça, ou Desbrazza est arrivé pour qu'on lui cède ce royaume ou bien le territoire, c'est-à-dire une sorte de concession. Le mot est là, il est dit, c'est une sorte de qu'on lui concède cette terre, puisqu'après il a commencé à bâtir ces zones, il pouvait mettre ses hommes armés. Donc, il n'est pas venu, comme on le dit, en amitié. Non, il y a eu une résistance quand même. Après, il est arrivé, le roi là-bas, où finalement, quand il venait, quand on dit ce qui est écrit, des Brazza ne venait pas pour, parce qu'on lui parlait d'un roi puissant, d'une personne puissante, partout où il passait. Et donc, il arrive là-bas, il dit, il voulait aller saluer le roi dans sa tenue où il était. Et il y a eu quelqu'un qui lui a fait signe qu'il faut qu'il change de tenue. Donc, c'est là qu'il va, quand il a vu le roi, qu'il va se procéder. Donc, il n'est pas venu pour l'amour, comme on le dit, du Congo ou de ceci, de cela. Non, il savait déjà ce qui se passait de l'autre côté du fleuve Congo. Mais comme il avait besoin de cet espace-là, d'occuper, donc il ne vient pas, ce n'est pas le roi qui a vendu la terre, c'est un accord, mais on ne peut même pas appeler ça accord. C'est une escroquerie pour occuper la terre. Parce qu'après, il va aller bâtir sa station Kuna, tout ça là, où il y aura des hommes armés là-bas. Donc, pour barrer la route à Stanley, qui était en train de, qui avait aussi des visions sur le Congo. Ça veut dire que Desbrazza est venu au Congo en conquérant, c'est bien cela. Exactement, voilà le mot. Alors, mais que vous inspire finalement le mausolée de Desbrazza? Comment expliquer que le Congo, qui sait que finalement Desbrazza ou l'explorateur est venu en conquérant au Congo,
Et d'ailleurs, tout à l'heure, on l'a dit, qui est venu arracher de force une signature pour finalement faire du Congo ce que tout le monde sait aujourd'hui. Il y a eu des crimes, la vérité c'est ça, des crimes contre l'humanité, et que dans le même temps, on peut ériger un mausolée pour cet explorateur. Pour C'est cet occupant, le terme c'est celui-là, pour cet occupant, pour, voilà, ce c'est colon. une aberration intellectuelle. C'est là où on montre l'esprit des hommes complexés vis-à-vis de l'homme blanc, même de leur propre explorateur, de leur propre, j'allais dire, euh, dominateur. Vous savez, je sors d'une conférence sur la chanson francophone et la francophonie. Et là, on m'a demandé de prendre la parole pour présenter justement le carte. Et quand je leur ai présenté le carte, j'ai montré les photos, ces photos-là. Les gens Mausolée, je étaient vois. surpris, surpris. Et je leur ai dit, regardez, le mausolée qui a été construit à la gloire de Brazza. Et je leur ai montré la photo du roi avec qui il prétend avoir signé le traité. J'ai dit, ce monsieur, on ne connaît même pas sa tombe. Pire encore, on ne sait pas où il a existé. Donc, totalement ignoré par le peuple congolais. Vous imaginez que on met à l'honneur un étranger, mais pas n'importe quel étranger en plus. Ce n'est pas celui qui est venu vous faire de bien, c'est celui qui vous a massacré, Qui a parce exploité que carrément le Congo, oui, oui, qui c'est a vrai. exploité le Congo. Vous le mettez à l'honneur et les vôtres, vous les oubliez totalement. Et je leur ai dit, monsieur, sachez que l'histoire d'un peuple est faite par un homme ou par un groupe d'hommes. Mais c'est le peuple entier qui s'en approprie. Ça devient l'histoire du peuple. Comme aujourd'hui, l'histoire du général de Gaulle devient l'histoire de la France et même du monde. Donc, l'histoire de ce roi qui a signé ce fameux traité avec la France, pays colonisateur, est l'histoire du peuple congolais. Et nous ne devons pas l'oublier pour honorer celui qui a tué les nôtres. Lisez ses livres, comment il a tué les gens. Quand on dit qu'il n'a jamais tué, mais c'est faux, totalement faux. Et d'ailleurs, le professeur Obenga parlait qu'il avait violé la femme du roi. Moi, j'ai même écrit au professeur Obenga pour dire que c'est quand même lamentable de voir un professeur de ce nom-là écrire des choses aberrantes parce que si Debraza a véritablement violé la femme du roi, mais pourquoi lui, il ne s'est pas opposé à ce que ce violeur-là, qu'on le ramène au Congo-Brazzaville et qu'on l'oriole avec un tel édifice? C'est pas une honte pour lui? Donc, en Vous sorte, voyez, lorsqu'on regarde le mausolée des Brazza, c'est une victime qui vénère son bourreau, c'est simplement. ça. Mais c'est ça parce que l'arrière-petit-fils de Debraza nous a même dit qu'ils avaient déposé une plainte contre le gouvernement congolais au moment où ils ont installé ce mausolée parce que l'argent que la partie italienne a donné pour faire la route Mbé-Brazzaville, cet argent est partout. Moi-même, j'avais été à l'Union européenne. On avait négocié parce qu'il y avait un Italien qui était secrétaire là-bas, enfin commissaire, pardon. Nous avions négocié que un semblant, enfin, le même modèle soit construit en B, mais avec les bustes de Debraza et de Makoko. Et l'argent avait été débloqué. Où est parti tout cet C'est argent? parti où? L'argent est Bah, parti où? bah, ils ont pris, les autorités congolaises ont pris l'argent, ils en ont fait ce qu'ils veulent, puisque l'arrière-petit-fils nous l'a bien dit publiquement. Ils ont déposé une plainte contre l'État congolais, mais étant donné celui qui dirait l'État congolais, vous le connaissez, M. Sassou Nguesso, ben, il est là, il est couvert par l'immunité, donc le gouvernement congolais s'en fiche totalement des plaintes qui sont déposées contre lui. Au bout du compte, bah, ça peut paraître un peu violent, mais j'ai bien envie de dire que
Denis Sassou Nguesso n'a pas de respect pour les Congolais parce qu'on ne peut pas comprendre si réellement l'information que vous nous donnez là est juste. Qu'on donne de Mais c'est l'argent pour ériger un mausolée ou peut-être un musée pour le roi Makoko et qu'il peut faire disparaître cet argent, il peut dilapider cet argent. Pendant ce temps, il va ériger un autre mausolée, cette fois-là, pour vénérer, voilà, le Monsieur Perra, je colon. venais de vous dire que, que le pouvoir de M. Sassou Nguesso, c'est le pouvoir d'occupation. Et vous voyez que tous les actes qu'il pose sont les actes d'un homme qui occupe le pays. Vous savez qu'aujourd'hui, le seul musée qui existe au Congo, c'est le musée construit par Pigasse. Il n'y a pas un musée que nous appelons le centre de l'histoire. Vous allez dans les pays du monde entier, vous allez voir des musées. Et quand vous rentrez dans ce musée, c'est comme ça que vous allez connaître l'histoire de ce peuple-là sans avoir recours aux livres. Nous, on n'a même pas un seul musée. Et tout ce que l'argent ou toutes les démarches que les gens font pour pouvoir améliorer la vie des Congolais, parce que le musée, ce sont des Congolais qui vont travailler, c'est les touristes qu'on va attirer. Si on avait pu faire quelque chose à Mbé, Mbé serait reconnu comme la capitale du royaume, mais ça n'a pas attiré les touristes. Moi, j'ai rencontré un sénateur qui dit, ah oui, mais j'étais au Congo, mais quelqu'un, il m'a montré la statuette du roi qu'on lui a donnée. Il dit, j'ai vu ça, mais c'est ce que tu viens de me montrer là. Donc il me dit, c'est ça ce que tu m'as montré, c'est ce roi-là. Je dis, oui, c'est lui. Il dit, mais on n'en parle pas. Donc vous voyez Alors, que pardon, Grégoire, vous avez cité un nom, Pigasse. De quel Pigasse s'agit-il? Mathieu Pigasse? Pigalle, c'est le patron des dépêches de Brazzaville. C'est aussi le parent de, je ne sais pas si c'est son frère, mais c'est un parent de Pigasse, Mathieu, le directeur général. Je ne sais pas s'il est encore directeur général là-bas, la Banque Lazare. Et tout à fait, cette banque Lazare, je n'en dis pas plus, mais vous savez l'origine des fonds de cette banque-là. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir nous dire là? L'origine de de l'argent de cette banque. Ben, c'est facile à Qu'est-ce qu'il faut deviner. comprendre par là? Ben, comment comprendre que M. Figa se permet de construire un musée à Brazzaville avec quel argent? Et son frère a eu l'argent, mais ils ont quel. Vous savez, avoir une banque, faut quand même être issu d'une famille excessivement riche. Très Alors, probablement avec de l'argent du Congo. Mais alors, parlons donc, est-ce que vous avez abordé tout de même, j'allais dire, le projet de construction, parce que ça, il faut qu'on en parle aussi, de construction d'un musée pour le roi Makoko. Ça s'impose. c'est pas un musée du roi de Makoko, c'est un musée du Congo, de l'histoire du royaume, de l'histoire du Congo, de l'histoire de cette partie de l'Afrique centrale. Nous sommes en train de travailler là-dessus. On a déjà pas mal de partenaires, des gens qui veulent bien qui soutiennent déjà l'idée. Et d'ici quelques temps, ben, on verra avec le gouvernement congolais ce qu'il en pense. Parce que nous avions même les plans déjà faits pour le musée. Et on espère d'ici 1 an ou 2 ans, on fera une souscription en ligne pour des fonds. J'espère que les Congolais vont largement participer et avec des financements qu'on pourra avoir, peut-être que commencer la construction d'un musée à Mbé et par la même occasion, en négociant, peut-être qu'on pourra trouver aussi les financements pour faire la route Mbé-Brazzaville. Alors, faire une collecte de fonds parce que le gouvernement congolais n'a pas assez d'argent pour ériger Ben, pour l'instant, un nous, on musée. s'adresse encore au gouvernement congolais, puisque le gouvernement congolais, au vu de ce que nous savons après ce colloque, avec ce qu'avait dit l'arrière-petit-fils de Brazza, nous savons que le gouvernement congolais n'est pas là pour faire des choses qui peuvent aller dans le bien du peuple congolais. Ce n'est pas un gouvernement qui travaille pour le bien du peuple congolais. Voilà, nous allons aborder, c'est probablement le dernier volet, puisqu'on avait parlé d'un régime d'occupation. Il y a bien des aspects qui commencent un peu à le démontrer. Je voulais aborder l'affaire Air France.
des 5% qu'on annexait sur, disons, le prix de chaque billet de Air France vendu au Congo, Brazzaville. Selon certaines indiscrétions, finalement, cet argent-là revenait à des ministres du gouvernement congolais, parmi lesquels Bouya, on cite, je crois, deux autres, dont j'ignore les noms. Monsieur Perret, je vais peut-être vous faire une confidence. Il y a au moins 10 ans de cela, j'ai failli me battre contre le directeur d'une agence d'Air France ici à Amiens. Parce que si vous allez acheter le billet, et je dis, mais pourquoi vos billets coûtent très cher? Moi, je vais aller acheter à Ethiopian Airlines. Il me dit, voilà, nous allions au Congo parce que c'est pour des raisons historiques, sinon on n'irait pas au Congo. Quand l'avion, il dit, nos voyages au Congo, euh, il n'y a pas d'homme d'affaires qui voyage en classe d'affaires. Et les ministres, quand ils voyagent, bah, ils payent pas leurs billets et nous sommes obligés de répercuter cela sur les voyageurs. Et beaucoup plus tard, je vais le voir, on discute. Il me dit, vous savez que le Congo verse 10% de chaque billet, non, le Air France, pardon, verse 10% de chaque billet acheté par un Congolais à l'État congolais. Et il m'a dit, ça je vous l'ai dit, en toute sûreté, il m'a dit, monsieur, je peux vous donner un code. Avec ce code, quand vous allez acheter, vous allez payer le billet au prix normal. Je dis, ah bon? Et j'étais surpris. Il y a des gens qui avaient des codes comme ça. Donc, ce n'est pas surprenant que cet argent qui est versé, que Air France verse au Congo, tombe dans les mains de ceux que vous venez de dénoncer, c'est-à-dire ces mêmes personnes qui veulent s'accaparer de toutes les richesses du Congo. Moi, ça ne m'étonne pas parce que je le savais depuis très longtemps. Alors, si j'ai bien compris, Grégoire, ça veut dire que les étrangers pouvaient acheter le billet au prix normal. Mais c'est quand un Congolais achète qu'il est annexé ce Pour les 10%. étrangers, je ne sais pas. Mais ce qu'il m'avait dit, c'est que comme moi, à l'époque, il me dit, si vous êtes étudiant, je peux vous donner un code. Et avec ce code, vous allez acheter le billet au tarif réduit, donc normal. Mais il y a également le jet du Congo-Brazzaville, il faut appeler ça comme ça, l'avion présidentiel, le Falcon X7, qui a été vendu, qui est devenu une risée pour le Congo à travers le monde à un prix dérisoire. La fois dernière, je disais, mais une humiliation incroyable pour le Congo-Brazzaville. Et c'est ce que vous étiez en train de dire dès le départ. Finalement, le régime Sassou est un régime d'occupation. Selon quelques informations que nous avons glanées, il ressort que on a acheté le jet avec l'argent du Congo. On a enregistré le jet au nom d'une des filles de Denis Sassou Nguesso. Et quand Denis Sassou Nguesso se déplace par ce Il loue. jet, le Congo doit payer, doit louer cet avion. Mais c'est le Congo. C'est le Congo, comme les Congolais me disent, ah, c'est le Congo. Vous voyez, il n'y a pas que le jet. Vous savez, ce jet-là, c'est un jet quand même de luxe, Tout à fait. vendu aux enchères en moins de 10 minutes. Les enchères, généralement, ça dure. On renchérit. Mais ça a été vendu moins de 10 minutes et avec un prix dérisoire, même pas le prix d'une Ferrari. Vous imaginez? Donc, il y a eu un jeu qui s'est fait entre le commissaire là et l'acheteur. Qui est l'acheteur? Jusqu'à présent, C'est on ne la grande connaît pas. question que tout le monde se pose maintenant. Qui Voilà, est réellement l'acheteur? l'acheteur. Bon. Vous savez, cet avion-là a été, je crois, qu'a été confisqué depuis C'est 2020. 2020, oui. 2020, merci bien. Et c'est maintenant qu'on le vend et c'est maintenant qu'on voit le Congo convoquer l'ambassadeur de France. C'est des gesticulations. Et tout ce qui, tout ce qui s'est dit
que les filles de Sassou, mais il n'y a pas que l'avion, M. Perrin, il n'y a pas que l'avion. Où Sassou achète au nom du Congo, mais c'est plutôt au nom de ses enfants. Et finalement, c'est le Congo qui loue encore auprès de ses enfants. Il y a, dit-on, des ambassades ici. Comme ça, on cite l'ambassade de Paris, mais je n'ai pas les preuves. On cite d'autres bâtiments comme ça. Mais on ne sait pas pourquoi ils veulent s'enrichir à ce niveau-là. C'est scandaleux. Et donc, il y a quelques... Ça fait longtemps que je dis c'est une occupation totale parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter un avion au nom de l'État, confier ça. Et même, il y a des sociétés. Allez voir vos sociétés qui ont été privatisées là-bas. Qui les a achetées et à quel prix? Quel est le Congolais qui peut dire telle société a été privatisée? Voilà ce que ça nous coûte. Le nouveau patron de l'entreprise, ça me rappelle d'ailleurs la E2C, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais, l'ex-SNDE et SND, SNE et SNDE. Alors, évidemment, on va donc aller vers la fin de cette émission. Mais Euh, c'est vrai, je vais ajouter un mot. Le problème, c'est que l'Assemblée, les soi-disant députés, ferment les yeux. Et donc, là, c'est là où on montre que même les députés qui sont nommés fonctionnent avec ce gouvernement-là. Donc, ce ne sont pas des députés de l'opposition. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'opposition congolaise. Il n'y a que les gens qui fonctionnent avec ce gouvernement-là. C'est important. oui, c'est très important parce que depuis que l'on parle évidemment de la vente des terres congolaises au Rwanda, curieusement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on imagine depuis 2000, presque 21, jusqu'à la Voilà. date d'aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2023, aucun député n'a évoqué cette question à Voilà. l'Assemblée, curieusement. Voilà. Et là aussi, il C'est ressort que surprenant. finalement, derrière ce programme, j'allais dire, derrière cet accord, c'est Denis Christel Sassou Nguesso qui est derrière cet accord. Ce n'est même pas l'État congolais. Sinon, pourquoi on continue à cacher, c'est-à-dire à ne pas rendre public ces accords? Ben non seulement on les cache, on ne veut pas les rendre publics. Et comme aussi au Congo, tout ce qui se passe qui est aberrant, on accepte, on regarde. Et donc, on comprend pourquoi ils ne peuvent pas rendre ça public. Qui va en parler, puisque personne n'en parle? Ils sont tous complices. On a même traité leur président d'empereur. Il y a quelqu'un qui a parlé, même au niveau de la presse. Donc, on se tait, on regarde. Voilà un Ça pays n'est pas mieux. pris en otage, vous étiez en train de le dire, un pays, le Congo-Brazzaville, pris en otage par le clan Sassou Nguesso, qu'on nomme désormais empereur, Empereur, comme vous l'avez dit, empereur. et C'est pas personne. moi qui le Et dis, hein. personne. Personne ne réagit à ce sujet. Et nous Même savons pas la également presse. que tout le pétrole congolais aujourd'hui appartient au clan Sassou Nguesso. Et là, nous sommes repartis pour un boom pétrolier parce que le baril est remonté à 93, à plus de 93 dollars le baril. Personne ne parle désormais de la crise due au pétrole. On ne fait plus état de ça. On ne parle plus de la crise et voilà. C'est lorsque ça va encore chuter qu'on viendra faire du bruit pour dire ben, la crise est due à la chute du prix du baril de pétrole. Là, normalement, les Congolais devraient être à l'aise. Mais c'est comme ça que fonctionne un État occupé. Le pauvre citoyen, il ne sait pas ce qui se passe. Il y a des gens qui gèrent l'État, qui gèrent à leur profit, et le citoyen, il est abandonné dans son petit coin. Il se lève le matin, il fait le système D, comment manger, il pense comment manger, comment passer la journée, mais le reste, s'en fiche. Mais C'est est-ce pour qu'on peut ça que passer, pardon Grégoire, est-ce qu'on peut penser que finalement les Congolais eux-mêmes aussi sont responsables de ce qu'ils vivent? Parce que quelqu'un disait, on ne libère pas un peuple se libère. on ne libère pas un peuple solidaire, c'est vrai, mais les peuples ont aussi les chefs qu'ils méritent. Nous le méritons puisque nous sommes là. On a vu quand M. Denis Sassou Nguesso venait ici à Paris, on voyait les Congolais aller l'applaudir à l'aéroport jusqu'à ce que la France l'interdise. Alors qu'on connaît tout ce qu'il est en train de faire. C'est pas pour moi, c'est pas un chef d'État, c'est quelqu'un qui est venu occuper mon pays. Mais vous voyez, donc, ce qui se passe au Congo, quand on prend
un général, on le met en prison, même pas un petit coup de fusil à côté. Et vous allez voir qu'on le traite partout, personne ne bouge au Congo. Tout ce que la presse dénonce, personne ne bouge au Congo. C'est nous le voulons. Personne ne peut être libre sans vouloir se sacrifier. On est esclave que celui qui le veut. Parce qu'il y a toujours un choix dans la vie. Même la mort, c'est aussi un choix. Alors, Évidemment, la liberté, pour terminer, elle pardon. s'arrache. OK. Donc, je disais, Grégoire, la liberté a un prix, évidemment. Les Congolais doivent apprendre aussi à payer ce prix si réellement les gens veulent être Ils veulent être libres. libres. Tout à fait. Alors, nous savons également, et ce sera probablement la dernière question, l'histoire de Massamba Deba n'est pas connue des Congolais, j'allais dire des jeunes Congolais, qui ont aujourd'hui dans la fourchette de 18 à presque 35 ans. On ne connaît pas cette histoire. L'histoire de Fulbert Youlou n'est pas connue. L'histoire, j'allais dire, presque du cardinal Émile Bayenda aussi n'est pas connue. De Mariam Gwabi, lorsqu'on dit, oui, Mariam Gwabi a été assassiné le 17 le 18 mars 1977. Après, ça s'arrête là, on ne connaît pas. En fait, bref, j'allais dire, finalement, les Congolais ne connaissent pas leur histoire, et comme vous le disiez d'ailleurs d'entrée de jeu. Et là, nous parlons de Makoko. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce que vous entendez faire pour que, finalement, les Congolais commencent à apprendre leur histoire, notamment celle du royaume Téké, qui est au centre d'ailleurs de la création de, voilà, j'allais dire, du Congo-Brazzaville. Comment entendez-vous faire? Est-ce que c'est un peu commencer à travailler sur des manuels que vous pourriez, par exemple, proposer dans les programmes scolaires, ou bien c'est juste écrire, ou par exemple, et pourquoi pas, des longs métrages, puisque le cinéma aussi est un moyen, hein, pour véhiculer, bien entendu, le message, les informations, une histoire. Qu'entendez-vous faire finalement pour que les Congolais apprennent finalement leur histoire? Alors, une excellente question pour terminer, parce que c'est vraiment l'essentiel aussi de notre, de notre mobile qui nous a poussé à créer cette association. Là, vous avez cité les présents, vous n'avez pas cité Chipavita, vous n'avez pas cité André Grenard-Matoua, vous n'avez pas cité Tchétchélé. Il y a beaucoup de Congolais qui ont fait l'histoire, mais qui sont laissés dans l'oubli. Par contre, même si on connaît aujourd'hui l'histoire du traité, plus ou moins, c'est parce qu'on a construit un mausolée pour ce monsieur-là. Alors, donc, que pouvons-nous faire? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il y a comme un réveil de conscience de faire un devoir mémoriel. J'ai entendu quelqu'un qui est en train d'écrire un document sur Chupavita. C'est très important. Et nous sommes en train de militer aussi pour faire connaître l'histoire. Mais sauf que malheureusement, pour notre pays, puisque vous faites allusion au livre, comme on dit, on va encore tomber là-dessus. Quand on veut détruire un pays, on détruit L'éducation. l'école, on détruit l'éducation. Et aujourd'hui, le Congo n'est plus un pays qui a l'éducation. L'éducation a été détruite. Donc, ça veut dire que il faut refaire ce pays-là. Et pour le refaire, ce n'est pas avec ceux qui l'ont détruit. Nous sommes là en train, si vous voulez, de faire prendre conscience à cette jeunesse que vous ne pourrez pas vous développer si vous ne savez pas d'où vous venez. Et donc, aujourd'hui, il y a cet éveil-là du devoir mémoriel et il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans ce cadre-là et nous allons travailler, nous pensons avoir beaucoup plus d'adhérents parce que la cause est juste, euh, c'est pas moi, c'est quelque chose de général et j'espère bien que l'histoire du Congo doit être réécrite et enseignée. Mais cela prendra du temps, mais il faut commencer à planter, comme je l'ai dit, c'est une graine qui va germer et ceux qui en mangeront les fruits, ce ne sera pas nous. Nous, on ne le sait pas. Mais il faudrait quand même que les Congolaises, les Congolais, les Congolaises connaissent qu'ils ont une histoire.
Ce n'est pas bon d'apprendre l'histoire des autres. Il faut d'abord apprendre son histoire. Et l'histoire congolaise est riche de renseignements. Merci Grégoire Gaïno. Je vais simplement rappeler que un peuple qui ignore son histoire, en fait, c'est une société où à l'échec, tout le monde le sait. Je disais donc merci Grégoire Gaïno d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président du collectif des Amis du Royaume Téké Le Carte. En tout cas, Merci merci beaucoup. d'avoir été disponible pour nous. Merci, M. Ferrand. Merci pour ce que vous faites pour ce peuple congolais, ce que vous faites pour la jeunesse congolaise, pour la jeunesse africaine. Vous êtes en train de faire un travail de conscientisation et j'espère que nous sommes prêts à participer à tout pour que les Congolais prennent conscience qu'il est temps qu'ils puissent vraiment savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ont fait leurs ancêtres pour eux et ce qu'ils doivent faire pour les générations futures. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Nous informons, nous ne faisons que notre travail pour que demain, personne ne dise qu'il ne le savait pas. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis, hein, comme d'habitude. Et ça, je ne cesserai de vous le rappeler, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et de partager au maximum pour nous aider évidemment à parfaire d'abord notre référencement et aussi d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.